Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, ce Café de Synapse du mardi. Alors aujourd'hui, on va parler hypnose et sexo. Je serai accompagné par ma sister Laure Roussel. Bonjour à tous et à Waouh, toutes. Ouais. Pour parler de sexualité et d'hypnose, aujourd'hui, regarde, j'ai pris ma tasse métaphorique dans laquelle il y a une petite abeille, regarde, qui vient butiner ses jolis petits coquelicots tout ouverts et tout offerts. Voilà, toutes dans leur ah, aqueusité. Je ne sais pas comment ça se dit ça. on s- ouais, en Non? fait, on est Oh, déjà dans la métaphore. on Ok, est déjà dans la métaphore, absolument. Santé à vous bien. tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour parler. Oui, plein de petits cœurs à tout le monde, Ah ben oui, super, cœur à tout le monde. voilà. Ni Esther, les petits Esther, cœurs, voilà. Françoise, Floriane, génial. Euh, alors, avant de démarrer les festivités, Oui, rappeler rapidement le programme. Donc demain, on va parler de l'aventure de la thérapie, voilà, avec quelques collègues sur une sorte de co-vision sur vos cabinets avec des questions que vous posez, etc. Jeudi, ben, on te retrouvera alors accompagné de Jeannette Verdeil pour votre PowerShot coaching. power shot. Oui, absolument. Yes, voilà, ça promet, hein, ça va encore dépoter, super. On est prête, ouais, On ouais. devrait retrouver vendredi sur un sujet extra notre maître à tous, vénéré Philippe Vernois. Ah, J'en profite un peu parce que bon, on ne sait jamais s'il écoute. si, Euh, notre maître vénéré Philippe et Virginie, maîtresse, et maîtresse Virginie, Virginie. Ouais, ouais. voilà. Donc ça c'est fait, ok. Et bien sûr, vous pouvez retrouver en replay tous nos cafés, nos thés Synapse, voilà pour vous remémorer des bons moments qu'on a passés tous ensemble. Merci à tous et à toutes d'être là. Et puis, eh bien aujourd'hui, on avait envie de parler l'hypnose et la sexo. C'est quoi? Pourquoi en parler? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça vous permet? Ah, et Pas donc, assez je truc vois alors, mais bon, ça n'a pas cette fonctionné. bouche qui se ferme. Je me dis que c'est le moment d'ouvrir la mienne. Mais oui, on avait envie de parler d'hypnose et sexualité, parce que en fait, ce sont deux disciplines qui nous tiennent. Enfin, quand je dis nous, j'ai parlé pour moi. Sont deux disciplines qui me tiennent beaucoup à cœur et à corps, si j'ose dire, parce que l'hypnose est un outil merveilleux qui rentre dans une approche intégrative dans ce qu'on appelle la sexothérapie, l'accompagnement. Alors, après, hypnose et sexualité, ça ne veut pas dire pour autant que vous tous qui nous suivez aujourd'hui devez être sexothérapeute. Il n'empêche que la sexualité, comme la mort, ça fait partie de la vie de tout être humain et on ne saurait être des personnes dépourvues de sexualité. Que vous en ayez une, que vous n'en ayez pas, que vous ayez réfléchi ou pas, il y a des désirs, il y a des fantasmes, il y a de l'envie, parfois même il y a de l'absence de désir. Et en fait, déjà de se penser dans son absence de désir et déjà être dans sa sexualité. Et de fait, c'est une demande qu'on a beaucoup au cabinet, que vous ayez envie de vous spécialiser dedans ou pas. Et on trouve ça absolument passionnant de pouvoir mettre l'hypnose au service de ces demandes. Parce que l'hypnose permet, comme vous savez, de contourner les filtres socioculturels, parfois éducatifs, d'aller au cœur de l'expérience intime du sujet et de trouver une forme parfois métaphorique qui sera acceptable pour pouvoir accompagner la problématique de la personne tout en conservant son intimité, justement, sans qu'elle ait forcément à dire les mots. Parfois, elle les dira, et parfois, elle les dira pas. Et ça permet effectivement de travailler l'éros, la libido. Je vois Thanatos aussi, effectivement, la pulsion de mort si proche. Et c'est absolument passionnant, merveilleux. Vraiment, j'adore. J'adore. Et oui, parce qu'on peut effectivement être confronté au détour d'une séance à une problématique touchant à la sexualité, à l'intimité de la personne. Donc c'est sans être spécialiste, c'est un petit peu comme un généraliste, capable de pouvoir accueillir ce qui se passe à ce moment-là, et puis soit soi-même, si on a été formé, pouvoir intervenir, parce que on est beaucoup dans la métaphore, on va beaucoup utiliser la métaphore en sexo, et c'est ce qui va aussi permettre à beaucoup de personnes de pouvoir s'exprimer beaucoup plus facilement. Mais c'est aussi de pouvoir éventuellement orienter la personne sur un spécialiste s'il y a besoin.
Et tu peux nous en Oui, dire un peu oui, plus, parce que dans la sexo, on a aussi un aspect médical, le corps, bien hein, sûr. et un aspect psychologique, un aspect social, les croyances sociales, l'éducation, l'histoire de vie de la personne. Absolument. Et ça fait complètement du lien avec l'émission que vous avez animée avec Tim l'autre jour sur justement comment se penser dans l'accompagnement de manière intégrative et holistique. Et la sexualité ou les questionnements autour des sexualités en est vraiment au cœur de ce qui pourrait s'accompagner de manière holistique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à aucun moment, vous n'allez accompagner, vous, une personne qui a des problématiques, des troubles sexuels. Alors, je vais les nommer, comme ça aussi, c'est s'habituer avec un langage. Et alors, je vais pas tout nommer, évidemment, mais est-ce que la personne a des difficultés érectiles? Est-ce qu'elle a des troubles de vaginisme, par exemple? Est-ce qu'elle fait de la dyspareunie? Est-ce qu'elle a des problématiques d'élaboration de ses désirs? Parce qu'il y a une forme d'appauvrissement sur les fantasmes, avec probablement des croyances limitantes, de l'auto-hypnose négative. Est-ce que il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des maladies qui reviennent régulièrement? Et dans tout cela, il y a effectivement une partie physiologique et une partie psychologique. Et il est important, lorsque vous avez des demandes qui vont venir à cet endroit-là, de bien s'assurer que la personne, avant tout, elle a consulté son médecin. Et alors, quand je dis médecin, je pense à médecin traitant, évidemment, mais je pense aussi à d'autres spécialistes de type andrologue, angiologue, urologue, c'est-à-dire que ce sont des personnes, les angiologues sont des personnes qui sont spécialisées dans la vascularisation, pour vous assurer qu'il n'y a pas des troubles hormonaux, il n'y a pas des troubles d'autres ordres qui, de toute façon, pourraient empêcher une résolution dans le désir ou dans ce qui est gênant dans la corporalité de la personne et qui est somatisé, et du coup entretenir en fait une croyance limitante sur ses propres capacités et ensuite générer de la honte, de la culpabilité, etc., etc. Donc médecin, évidemment, plus accompagnement psychologique. Voilà. Et Ouais. du coup, ça nous amène sur un langage particulier. C'est vrai que ce sont des termes qui ne sont pas habituels, mais c'est aussi comment vous allez vous sentir compétent pour accueillir. Parce que, effectivement, est-ce qu'on va être à l'aise avec la sexualité de l'autre? Ah ouais. C'est une Absolument. grande Et question. ça, j'adore justement quand j'anime cette formation, la hypnose de sexualité, qui est, comme vous imaginez, une formation que j'adore partager parce que c'est le moyen déjà pour moi aussi de continuer à me questionner, parce que je trouve que ce sont des questions sur l'individu et l'être avec un grand E dans son humain et comment il s'envisage dans le monde qui sont absolument passionnantes. Et du côté de ceux qui sont en formation, c'est génial parce que ça leur permet justement de se familiariser avec qu'est-ce que c'est d'être dans le vocabulaire, d'être confronté à la sexualité de l'autre, et dans quelle mesure, en plus, quand on est confronté à la sexualité de l'autre, ça n'engage pas la sienne. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a tous une sexualité. Donc c'est très intéressant de se demander quel sera mon positionnement de praticien. En quoi est-ce acceptable ou pas pour moi de peut-être travailler avec une personne, si c'est une femme, si c'est un homme et si c'est un couple? Est-ce que moi, quand j'entends une personne me parler de sa sexualité, parce qu'il y a des moments, il y a des sexualités qui sont vues comme défaillantes, et puis il y en a d'autres aussi qui sont très intenses et foisonnantes, et en même temps, on va échanger là-dessus en accueillant complètement la parole de l'autre. Est-ce qu'à un endroit, moi, j'ai l'impression d'engager mon intimité, et du coup, c'est dérangeant? Quelles sont mes limites en tant que praticien? Et souvent, on pose ça. Quelle est votre limite? Un, de compétence, et deux, d'être humain. Et le cadre en sexothérapie, en accompagnement des questions sexuelles, il sera extrêmement important. Aucun passage à l'acte, verbal et non verbal, déjà. Ça, il faut que ce soit extrêmement clair. Je pense notamment aussi on a tous en tête justement des positionnements de praticiens qui en fait étaient toxiques et néfastes et qui ont mené à d'autres choses. Donc, la question, c'est comment vous, lorsque vous travaillez, et aussi en hypnose, et même si c'est métaphorique, dans votre métaphore, vous allez ramener une sémantique à double jeu, à double énonciation. Et vous serez aussi vous charger dans une forme d'intention, avec aussi pourquoi pas du désir, avec pourquoi pas des questionnements, avec pour que ce soit circulant. Et est-ce que vous pouvez tout dire? Est-ce que vous pouvez tout entendre? Et Et est-ce dans que vous tout êtes temps. prêt, voilà, est-ce que vous êtes Ah, prêt à ce travail-là? Parce que c'est un travail, c'est un accompagnement, mais un peu particulier.
Oui, parce qu'il y a des personnes qui vont parler de leur sexualité de manière très crue, Oui, même peut-être qu'il pourrait être choquant pour certains d'entre nous, d'entre vous, par rapport à ce côté peut-être vulgaire, mais qui pour eux est un moyen de pouvoir communiquer sur leur sexualité. D'autres auront un côté plus poétique ou plus métaphorique, etc. Après, on rentre aussi dans des domaines de pratique. Hein, il n'y a pas. Est-ce qu'on est prêt à accueillir le fait d'une sexualité différente de la nôtre sans jugement? Parce que la sexualité peut prendre différentes formes et on évoquera au cours de l'émission quelques formes de sexualité. Est-ce que, par exemple, la sexualité chez les personnes handicapées, est-ce que vous êtes prêt à en entendre parler? Si une personne handicapée vient pour discuter avec vous, est-ce que les personnes âgées, à partir de quel âge on a toujours une sexualité? ah oui, ça Hein. c'est super beau parce que ça vient revisiter le scénario et c'est vrai, tu as complètement raison. Il y a beaucoup de tabous. En fait, il y a ce qu'on appelle les tabous sexuels, sexe et handicap, sexe et personnes âgées. Et ça encore, j'ai envie de dire, presque, Fred, c'est des sujets qui sont à la fois tabous parce et en même temps qui sont communs. Mais il y a aussi la question de la personne qui va vous emmener à un fantasme peut-être que vous jugez pervers. Et en plus, encore une fois, on va redéfinir qu'est-ce que veut dire pervers quand on parle de sexualité. Quand on a fait l'émission avec Alain, on était assez clair. C'est à partir du moment où ça engage l'intégrité de l'autre sans son consentement Et, et qu'on ne peut pas s'empêcher d'eux. Oui, et je rajoute, on ne parle pas que d'intégrité physique, on parle aussi oui, d'intégrité psychologique, psychique. Hein. ouais, tu as raison de Voilà, préciser. parce que Ouais, c'est pas ouais. simplement du physique, cette représentation qu'on peut avoir assez simpliste. Non, non, ça peut être quelque chose qui agit beaucoup sur une vulnérabilité, par exemple, psychologique, dont une personne va pouvoir se servir. Ne serait-ce que par du verbal, on peut être effectivement très pervers. Oui, absolument. D'où l'importance de votre positionnement. Alors après, les gens qui sont avec nous aujourd'hui, je ne sais pas si un animal qui va me porter compagnie. Je ne sais pas si, C'est si vous l'abeille du début. c'est l'abeille du début, mais oui, mais moi j'adore être butinée, tu sais. Je ne sais pas si vous êtes praticien vous-même, ou si vous avez envie de le devenir, ou tout simplement si vous nous suivez parce que vous vous questionnez sur vous-même, sur votre corporalité. Et mais revenir, bon, le positionnement en tant que praticien, effectivement, il y a des émotions très très fortes qui vont être engagées. Et la question, c'est effectivement, si vous ressentez un moment du dégoût, de la haine ou de la peur, c'est une fin de séance pour vous. Vous partagez avec un confrère, vous orientez, vous ne pourrez pas travailler. Et après, si c'est pas votre volonté d'être praticien, effectivement, vous pouvez continuer à vous interroger sur qu'est-ce que je vis, quand je le vis, et en quoi c'est un problème pour moi. Et c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Fred, la sexualité, on y revient toujours, j'insiste énormément là-dessus, c'est non normatif. La question de suis-je normale lorsque je vis ça, lorsque j'ai ce désir-là, ou lorsque j'ai cette problématique-là, ou lorsque je ne peux pas m'empêcher d'eux, eh ben en fait, c'est simplement le résultat d'une éducation et d'une croyance. C'est qu'en matière de sexualité, on en revient toujours à entre adultes consentants et dans un cadre juridique légal, tout est permis, si ça ne devient pas un comportement addictif. La question, c'est est-ce que, effectivement, vous, dans vos différentes problématiques, comment vous le vivez, en quoi c'est une limite. Et en ce qui concerne les questions de la sexualité, ça va parfois au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on va aussi réfléchir aux questions de l'identité sexuée, c'est-à-dire comment je ressens que j'appartiens vraiment à mon sexe biologique. C'est-à-dire je suis née, identifiée par le médecin accoucheur comme femme ou comme homme, et comment je suis dans mon sexe ressenti, un homme et une femme, comment j'existe socialement. Donc c'est des questions qu'on va avoir aussi beaucoup en hypnose et sexualité et qui sont merveilleuse et passionnante. On en est vraiment sur les questions identitaires. Et on voit bien que cette question identitaire de ressenti sexuel va impacter le ressenti sexué, c'est-à-dire comment moi, en tant qu'homme ou en tant que femme, j'aime un homme, une femme, ou les deux, ou etc. Donc on va parler du corps ressenti, on va parler du désir, on va parler de la frustration, on va parler de souffrance. On va parler des sentiments, on va parler des émotions. Oui, oui, Comment on va les relier? Des personnes font des ponts entre du désir, de l'amour, des sentiments, une émotion, parce qu'il y a une expérience de vie aussi qui se passe à ce moment-là.
Il y a un modèle de vie aussi parce qu'ils sont peut-être dans un milieu socio-culturel particulier. La religion va aussi intervenir dans comment vivre sa sexualité, parce que est-ce qu'on est dans le jugement ou dans le non-jugement? Et je crois que la mouche, vraiment, La mouche. Ah bah est c'est très Micheline. amoureuse. C'est Aurélie qui dit, est-ce que Micheline s'est transformée en mouche? Oui, alors quand on parle de sexualité, c'est la mouche. Oui, oui, c'est le chorizo et le sanglier, ça, c'est ça, c'est le qui attire les mouches. Oui, absolument. De toute façon, on va toujours re-questionner tout ça et ce questionnement permanent, ça va emmener à nous positionner pour mener la séance. Je vois Sophie très envie de suivre une formation en sexothérapeute. Alors il y a, on en fait une, enfin j'en anime une et je suis hyper heureuse parce que c'est la première que je vais animer en sortie de confinement, hypnose et sexualité, qui est du 22, regarde, je compte avec mes doigts, 22, 23, 24, 25, voilà, qui est du 22 au 25 juin. Donc ça, c'est hypnose et sexualité. Et celle-là, elle est faite de manière à ce que chacun d'entre nous puisse justement se poser ces questionnements, commencer à se familiariser avec le vocabulaire. On va travailler ensemble à intégrer, à vivre ça, voir si vous êtes à l'aise et OK. Et puis comment, en fait, ça va vous permettre votre travail personnel. Et Alain, lui, il fait une formation en juillet, je crois. Oui, elle est Août, complète. elle est complète. Ah bah voilà, elle est complète. Et qui du coup, Alain, alors nos deux formations, vous avez vu, hein, on est très complices, donc on travaille de manière à ce que on se complète. Alain, il a une approche analytique et gestaltiste, donc il va aussi revisiter des mythes fondateurs. On va aussi revoir un peu ce qui se passe du côté de chez Freud. Dans ces 4 jours hypnose et sexualité, on est dans l'axe plus thérapie brève, on est un petit peu plus pragmatique, donc on est sur concrètement là tout de suite comment on travaille avec le sujet et qu'est-ce que ça vous fait à vous de le faire et comment le sujet, lui, il se met en mouvement. Et j'adore cette formation parce que c'est des moments d'échange très, très, très intenses et après, ça ouvre vers des séances qui sont vraiment super, quoi. Alors, Nitzen nous dit, je pense qu'il faut surpasser les obstacles, que ce soit religieux ou social ou autre Ou la à la question. J'ai pas question, vu, oui. j'ai pas vu. Oui, et Euh, autre, la question est relative à l'humain. euh, Mais oui, oui, absolument, Bien absolument. sûr, Et mais il faut après, savoir les accueillir. Il faut savoir les accueillir et entendre la personne. C'est là où on est dans le rapport. J'aime bien, moi, revenir à ce fondamental qu'est le rapport. C'est la ouais, reformulation. C'est bien comprendre ce que la personne a pu vivre, comment elle s'est construite, comment elle a construit sa sexualité, comment elle la vit et comment elle désire aussi la faire évoluer. absolument. Et puis j'ai envie de dire, je suis complètement d'accord sur le surpasser ces obstacles. Après, sur le il faut, j'ai toujours une Est-ce qu'on en petite a aiguille. envie? Ça, tu sais, c'est nos petits gratouillis PNListes, là, les il faut, je dois, ou coaching, on est toujours à faire voilà, c'est est-ce que j'ai envie, est-ce que c'est possible? Et j'ai envie de dire, déjà, il faut les identifier. Et c'est là où l'hypnose est extrêmement puissant comme outil dans ces accompagnements-là, parce que j'ai envie de vous dire, après, je prêche ma paroisse parce que c'est ma passion, hein, cette discipline. Mais parce que je trouve que dans les questions qui engagent la sexualité, la représentation de soi dans le monde, dans sa sexualité, c'est tellement tabou à plein d'endroits. Il y a tellement, j'ai envie de dire, c'est encore plus délicat que sur d'autres problématiques qu'on va pouvoir trouver en cabinet. Moi, souvent, on me dit, mais pourquoi la sexualité? Je dis, parce que moi, c'est des questions qui m'animent depuis toujours pour un certain nombre de raisons. Et aussi parce que je trouve que c'est le lieu où tout le travail qu'on fait, quels que soient nos apports PNL, hypnose, coaching, analyse transactionnelle, évidemment, approche systémique, on va en parler, sont d'autant plus intense. Et parce que tout ça est d'autant plus renfrogné. Donc, encore faut-il identifier quelles sont réellement les croyances limitantes, les phrases qu'on a entendues qui ont généré tel type de comportement ou tel type de dysfonctionnement. Ce qui nécessite déjà, effectivement, comme tu disais, Fred, une qualité de rapport extraordinaire parce que très souvent, les personnes, c'est la première fois de leur vie. Et donc, c'est extrêmement émouvant aussi. Hein. C'est à valoriser. Là, je fais du lien avec ce qu'on fait en coaching avec Janet. Stroke Plus, c'est à valoriser que la personne, elle soit capable de venir déjà déposer son questionnement, sa problématique. Et vous imaginez bien que quand on parle de la sexualité, on va aussi évidemment aller du côté des traumas, des agressions, des abus, des histoires de vie terribles. Il y a quelques années, alors depuis #MeToo, il y a une liberté de parole quand même qui s'est mise en mouvement, même si les réponses juridiques sont malheureusement et tristement encore parfois insatisfaisantes. Mais je me souviens, moi, quand je m'étais formée, on considérait qu'il y avait 9 ans entre le moment où l'agression était parvenue et le moment où la personne
prenait parole lorsqu'elle osait prendre parole. Et ensuite, il y avait encore 4 ans de plus pour qu'il y ait un début de réponse juridique. Donc ça, on va dire que pendant tout ça, voilà, l'émergence de la parole, quand il y a eu en plus ce moment d'amnésie sélective qui est engagé par le trauma, c'est très très intense. Et comment on accompagne ça et comment vous êtes quelque part dans cette relation-là, vous êtes, moi je considère qu'on est presque privilégié dans cette confiance et dans cette intimité. Et ensuite, du coup, le travail que vous pouvez faire en hypnose, il est vraiment très très beau, quoi. Je fais des phrases hyper longues. Ouais, je vois. Moi, je suis bien. C'est ton jour. C'est ton jour. Écoute, le mardi, c'est permis. C'est poétique et j'adore. Ouais, tu fais pas ça comme un bûcheron, donc ça va. J'adore les bûcherons, ouais, tu sais. Oui. Ça dépend de quel côté du manche on est. Voilà une métaphore, par exemple. Et en toute élégance, hein, évidemment. Toute élégance. Savoir que l'arbre fournit à la hache son manche. Donc, effectivement, on peut aussi parler de la sexualité des hommes, parce que souvent on ne parle pas, mais il y a des hommes qui ont été abusés. C'est très compliqué dans notre société de parler de ça, qui ont pu être abusés par des femmes, par d'autres hommes, etc. Il y a des tabous là aussi par rapport à ça et on n'en parle pas souvent. Donc, on est effectivement dans des rapports très intimes, dans des rapports où il faut vraiment une qualité d'écoute et une qualité de reformulation et de connaissance, parce qu'il faut s'y connaître dans le sujet. Oui. Et tu as raison de le relever, que la prise de parole pour un homme est encore plus difficile aujourd'hui que pour une femme, et évidemment, et j'ai beaucoup d'hommes, en fait, qui viennent au cabinet. Alors, concrètement, en fait, comment ça va se passer? Parce que on va pouvoir travailler sur plusieurs axes. Bon, déjà, vous allez accueillir la problématique et la parole. Et il y a cet endroit particulier d'accueil de cette parole, qui parfois est déposé pour la première fois. Donc là, c'est la qualité de votre écoute, de votre synchronisation, de votre calibration et de votre absence totale de jugement sur ce que vous allez entendre, évidemment. Et à la suite de ça, lorsque la problématique aura été nommée, engagée, il y a plusieurs approches possibles, indépendamment évidemment de l'axe médical. Et parfois, la personne, elle est capable de nommer très précisément j'ai des difficultés érectiles, ou j'ai des rapports sexuels qui sont douloureux, ou je n'ai plus de désir pour mon partenaire, pour ma partenaire, ou je n'arrive pas à atteindre l'orgasme, jamais, par exemple, ou je n'ai plus de fantasmes, ou bon, il y a plein de à part Micheline qui elle m'adore. Et une fois que tout ça est fait, parfois quand vous questionnez la personne, encore une fois, en conscience, elle a du mal à le faire. Donc là, j'ai envie de vous dire, toutes vos compétences d'hypnothérapeute vont être engagées. Donc, vous allez pouvoir, pourquoi pas, notamment travailler sur le corps ressenti. Est-ce qu'il est complètement associé ou est-ce qu'il est dissocié? Ceux qui sont hypnos ici connaissent tous ce principe de dissociation d'association. Et il y a le corps réel vécu, tel que vous me voyez là physiquement, mon enveloppe, et parfois les personnes, elles se sentent un petit peu à côté. Ou parfois, il y a ce qu'on appelle du morcellement, surtout quand il y a une histoire de vie qui est délicate et où le corps et l'esprit ont été attentés d'une manière ou d'une autre. Et ces morcellements… Pour faire précis, oui, les morcellements, il y a des oublis de parties du corps. Une personne est capable de se décrire en omettant complètement une partie de son corps. C'est ça qui est… Ou alors, son corps, il est perçu différemment. Alors, c'est très, très bizarre. Donc, tu vas avoir l'impression que finalement, la hanche, elle est à côté de l'épaule, donc complètement inaccessible peut-être aux mains ou pas directement. Ou il y a des gens qui n'ont plus de sensibilité sur des parties de leur corps. Et ça, ce serait intéressant de faire parler le corps en hypnose et de le montrer et de voir et de faire ce qu'on appelle aussi, il y a plein de techniques de diagnostic. Quand les personnes, elles commencent à vous parler de cette manière-là, il suffit de les écouter, hein, de dire, il va y avoir du jeu, et puis tout d'un coup, il va y avoir mon épaule, et puis il n'y aura pas mon corps en entier, il manquera des parties, en fait, dans ce qu'elles énoncent. Et donc ça, en hypnose, il y a notamment des choses qui permettent de prendre contact avec son reflet, de voir est-ce qu'on est bien ensemble, associés. Est-ce que lorsque je bouge mon bras, j'ai l'impression que je bouge mon bras, est-ce que dans le reflet, il bouge aussi? Est-ce que dans le reflet, il est humain? Est-ce que c'est autre chose? Et donc, on pourrait redessiner complètement ça de manière à ce que la personne elle reprenne possession, pourquoi pas, de son corps entier. J'en avais parlé un peu avec
avec Alain, et ça, c'est d'une puissance extraordinaire, ça amène des crises ce qu'on appelle des crises libératoires. Donc, c'est pareil quand vous travaillez autour du corps ressenti et des agressions, de la dissociation, rassociation, du morcellement et la prise de conscience de soi, il peut y avoir des manifestations physiques extrêmement spectaculaires. Et c'est merveilleux, hein, encore une fois, réjouissez-vous. Hein. Si ça arrive, c'est top, c'est que la personne, elle est en train, tac, de se recoller. Donc, ça veut juste dire que il faut que vous ayez une bonne poubelle étanche, parce qu'effectivement, elle pourrait t'amener à vomir, à beaucoup pleurer, à tousser. En fait, c'est un peu comme si il y avait à un moment donné toutes ces émotions qui vont pouvoir enfin vivre et expurger. Expurger, je sais pas si ça se dit, mais donc il y a un travail pour reprendre son corps. Alors, je vois avoir conscience de son corps, aimer son corps, mais c'est des étapes. Ça peut se passer par étapes, parce que déjà avoir conscience de son Oui. corps ne veut pas dire qu'on l'aime. Se reconnecter à son propre corps, c'est important. Plaisir cérébral contre plaisir charnel, oui, le plus gros organe sexuel, c'est le cerveau. C'est quelque chose qu'il faut intégrer. C'est notre cerveau qui est un centre de commandement. Il n'empêche que si je nie les sensations qu'a mon corps, mon charnel, je peux me couper complètement du plaisir. Donc, il y a pour moi, on va dire, un équilibre entre le corps et le cerveau et la recherche de désir, de plaisir, comment je l'exprime, comment je le ressens. Et c'est très égocentrique. Hein. Le plaisir, encore une fois, sa notion de corps, etc., c'est quelque chose de très personnel. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi sur le corps et l'esprit sont reliés encore une fois et sur effectivement, le premier organe sexuel, c'est le cerveau, d'où l'intérêt aussi de le travailler en psychothérapie en fait, hein, ou en psychopratique, parce que effectivement, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients, des hommes par exemple, qui étaient allés voir leur médecin et qui s'étaient fait prescrire du Viagra pour des problématiques érectiles sur des hommes relativement jeunes. Hein. Je vous parle de personnes qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, on n'a pas besoin de se dire qu'il y a un dysfonctionnement derrière. Mais en fait, quand il y a un trouble psychologique, la réponse médicale sera déceptive. Et c'est pire encore, parce qu'encore une fois, quelqu'un qui pense qu'il a des difficultés érectiles et que son corps est défaillant, qu'il va du coup prendre un traitement, s'il n'est pas accompagné par ailleurs, le fait que sous traitement, il n'y ait pas de réponse, ça va empirer en fait sa croyance qu'il est dysfonctionnel. Donc derrière, il y a encore plus de travail à faire. Et des croyances sociales qu'il n'est pas capable, parce qu'on est phallocentré beaucoup dans notre société occidentale, le pouvoir de l'homme, hein, le nombre d'hommes encore qui pensent que leur organe devrait être présenté au musée Grévin en modèle de cire, hein, ça entraîne énormément de problématiques. Donc en dehors de sa sexualité, ça peut aussi déborder. C'est là où on va avoir des relations et des connexions à faire dans sa vie sociale, professionnelle et autres. Oui, tout à fait. Alors, je vois Célie, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, qui dit comment faire pour se reconnecter avec son corps. Eh bien, Célie, en fait, il y a plusieurs niveaux et il y a plusieurs façons de le faire. Donc, je ne sais pas si c'est de ton corps dont tu parles ou si tu penses au corps à une personne avec qui tu travailles. Déjà, j'allais dire, il y aurait un questionnement à faire sur jusqu'à présent en quoi c'est important de ne pas l'être. Peut-être. Pour pouvoir ensuite aller chercher quelle est l'intention positive du comportement là-dessous. On en est toujours à qu'est-ce qu'on va chercher au-delà de. Et lorsqu'on est au clair sur l'intention positive et pourquoi ça a été utile, enfin pourquoi, en quoi, j'ai envie de dire plutôt, en quoi ça a été utile et complètement indispensable, on pourra ensuite petit à petit en fait réintégrer son corps. Et déjà, il y a beaucoup de choses qui vont se faire autour de peut-être aussi sortir d'émotions intenses comme de la colère, de l'anxiété, de la culpabilité, de l'opprobre, de la honte. Qu'est-ce qui fait que ce corps, à un moment donné, il a été désinvesti? Peut-être aussi qu'il a été violenté et que le meilleur moyen de se protéger et de rester vivant, c'était de sortir de son corps, justement. Parce qu'en étant dissocié, ça nous permet de ressentir, ou plus exactement de quasiment plus ressentir, on coupe le kiné en dissociation, on descend, de manière à ce que continuer à vivre soit acceptable. Donc, en fonction de tout ce qui se passe et des demandes, il y a plusieurs axes possibles. Je conseille de le travailler de manière accompagnée, ça, parce que en auto-hypnose, on peut faire beaucoup de choses.
Pour autant, encore une fois, d'être face à l'altérité, d'être face à un praticien, bah justement, il va vous accompagner, il va faciliter en fait la catharsis et le travail. Et puis, ce sera aussi rassurant parce que parfois, reprendre contact avec son corps, c'est un peu comme c'est une découverte en fait de soi. Hein. Je pense à toutes ces personnes qui ont des difficultés de proprioception, c'est-à-dire de conscience de soi dans l'espace, parce que il y a un ensemble de troubles qui sont venus. Peut-être qu'il y a aussi, je pense notamment, et souvent on peut les lier. Alors encore une fois, tous les troubles alimentaires ne sont pas forcément liés à des problèmes sexuels. Il n'empêche que c'est intéressant, lorsqu'il y a des problèmes sexuels ou des problèmes alimentaires, d'observer qu'est-ce qui se passe quand ça se passe. Quelqu'un qui ne mange pas, il n'a pas d'oralité et de fait, il n'aura pas d'analité non plus. Ou quelqu'un qui mange beaucoup, il sursollicite aussi son oralité et du coup, il sursollicite sa sensation jusqu'à ce qu'il y ait un moment donné, il y a comme un choc food où il y a une absence de ressenti. Donc, c'est très intéressant quand le corps, comme ça, il est dissocié ou désinvesti ou violenté. Alors, en quoi c'est important de violenter ce corps, en quoi ça fait sens et qu'est-ce qui se passe? Alors, attends, alors je regarde ce qui est écrit. Ouais. Le corps qui sert d'exutoire et de barrière. Bien sûr, bien sûr. Et oui, et du coup qu'on maltraite, bah absolument. Et en même temps, ce corps, si on l'utilise de cette manière-là, c'est parce que ça vient protéger la psyché. Et on en revient à tout le jeu du travail en Et n'oublions réflexion. pas que dans chaque comportement, il y a une intention positive. C'est un des présupposés de l'hypnose et de la PNL. Et que lorsque l'on a eu un comportement, une pratique, un symptôme qui peut arriver, c'est jamais pour rien. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a mis ça en barrière, en protection ou simplement en désir de quelque chose. Donc, effectivement, bah, ça prouve qu'il se passe quelque chose. Et la personne l'a exprimé avec ce comportement-là. Donc, soyons attentifs au comportement existant avant de le changer. Accueillir, comparer ce qu'on voudrait ou ce que la personne voudrait. Hein, on peut parler pour soi, on peut parler pour les autres. Et après, voir effectivement qu'est-ce que j'en fais, comment je vais transformer cela. Et tout à fait, tout à fait. Et déjà, je voudrais te remercier, Célie, parce que bon, tu es quand même un petit peu protégée là par ton pseudo, mais merci de ce partage. Encore une fois, c'est très courageux d'oser déposer, dire cela. Sans pouvoir comprendre comment faire pour t'arrêter, bah, là je vais pas, on va pas faire un accompagnement sauvageon. Tu vois, t'es pas avec nous, on aurait besoin de te voir. Alors bah, j'ai envie de dire, bah viens avec nous soit en formation ou consulte. Mais du coup, en tout cas, il y a plein de boulot vraiment super. Et vraiment, je vous dis, l'association entre les connaissances, à mon sens, là je parle pour moi, mais c'est aussi parce que c'est une de mes spécialisations et que j'adore ça. À mon sens, d'avoir un petit peu de connaissances de base, hein, la santé sexuelle selon l'OMS, les scénarios érotiques amoureux, l'élaboration du fantasme, les connaissances de soi et de la génitalité de manière globale, pour moi, c'est fondamental. Mais après, le travail en cabinet, il peut aller parfois très, très rapidement, vraiment. On va faire une dissociation entre ce qu'on appelle les problématiques de type primaire, c'est-à-dire il y a toujours eu ce problème. Je pense notamment à la difficulté érectile. Quelqu'un qui a toujours eu une difficulté érectile depuis le début de sa vie, on va pas faire de la magie. Maintenant, quelqu'un qui a une difficulté érectile suite à un événement, je ne sais pas lequel, qui est venu poser une question, on va pouvoir super bien travailler avec lui parce que l'hypnose va pouvoir aller chercher le symptôme messager, en fait, et puis travailler de manière métaphorique avec lui pour laisser à l'inconscient ce qu'il y a. Donc, à vous de voir. Et effectivement, là, je revoyais un autre, Sadek, le commentaire de Sadek, je suis tout à fait d'accord, effectivement, ne pas oublier la grande frustration et la misère sexuelle. Oui, quand il y a des tiraillements entre les injonctions. Et on en est à comment on arrive à les révéler, les injonctions. Il y en a pour qui les injonctions sont extrêmement claires, je pense notamment en fonction des cultures, de certains pays, de certaines religions. Et comment, en plus, cette frustration et cette misère vient bizarrement, parfois, entraîner des comportements qui sont extrêmement souffrants parce qu'ils sont à l'opposé de l'injonction. Et là, encore une fois, on est au cœur de ce qu'on va travailler parce que la métaphore hypnotique va permettre aussi de créer du lien peut-être entre une injection vécue, une envie d'aller vers, pour pouvoir trouver peut-être une représentation nouvelle qui permettra à la personne de trouver une stratégie et de se libérer.
Christelle qui dit bonjour, si on est dissocié dû à la douleur, est-ce qu'il est important de se réassocier? En fait, pour répondre à cette question, que ce Mm. soit une douleur psychique, une douleur psychologique, une douleur physique, est-ce que c'est important de se réassocier? C'est de savoir si c'est le but de la personne. Encore Exactement. une fois, si je parle de la douleur physique, c'est important que la douleur, on soit réassocié, parce que ça, la douleur permet la protection du corps. Ça, quand notre corps nous envoie par les nocicepteurs un message comme quoi il y a une douleur, il y a l'intégrité physique est en danger, le cerveau génère effectivement une douleur. Bah, ça peut être important de pouvoir s'y reconnecter. C'est pour ça qu'en hypnose, quand on traite de la douleur physique, euh, en particulier, on laisse tout, c'est comme des médicaments, c'est qu'au bout d'un moment, elle peut revenir et elle va revenir parce que c'est un indicateur. Maintenant, une douleur psychologique et psychique, ce n'est pas à nous de juger s'il est important de s'y reconnecter, de se réassocier ou pas. Mm. Si la personne vient voir un hypnothérapeute ou un thérapeute en élargissant le cercle, parce qu'il y a 400 thérapies différentes, donc il n'y a pas que l'hypnose, mais là on parle d'hypnose, c'est bien que quelque part elle a une demande qui peut être non formulé directement, qui peut être formulé directement, que cet état ne lui convient plus. Donc c'est ça qui est important à entendre. C'est pas nous de s'ériger en disant non, il faut se réassocier à son corps, ressentir Non. pleinement. Non. C'est qu'est-ce qui est utile pour toi, qu'est-ce qui est pertinent pour toi dans ce que dans ta demande, dans ta recherche. Il n'y a Et la jamais personne de. choisira. Ouais, jamais de il faut, je dois. Hein. Vraiment, ça, ou encore moi, j'ai envie de dire, tu dois, il faut. C'est quel est ton désir? Qu'est-ce qui est L'envie. important pour toi? Et encore une fois, on en est à nous, en tant que praticiens, à aucun moment nous ne sommes là pour juger de ce qui est grave ou pas pour l'autre. Je vous explique. J'ai une cliente, il y a 3 ou 4 ans de ça, ouais. J'ai une cliente il y a 3 ou 4 ans de ça. Elle vient dans un premier temps pour parler de troubles alimentaires. Donc elle fait des crises de boulimie et elle purge derrière. Donc voilà, elle mange beaucoup puis ensuite elle soulage et donc c'est devenu très très compulsif et addictif et c'est à la limite. Donc en déterminant l'objectif pour comprendre quelle serait la stratégie ensuite, est-ce que je vais travailler voilà quel élément du système global j'amène dans la séance, etc., hypnotique ou pas. Bon, très vite elle vient poser 3 agressions dans sa vie qui sont très importantes, un par son frère, un par un inconnu dans la rue et un par un autre membre de la famille. Bon, moi j'en sais, et quand elle parle de ces agressions, elle est complètement neutre. C'est-à-dire qu'à un moment, elle dit bon bah voilà, ça fait partie de mon parcours de vie. Elle me dit ça comme elle m'aurait dit. Et puis ce matin, j'ai mangé une pomme et puis je me suis fait des gnocchis au chorizo, quoi. Bon, c'est exactement la même chose. Et donc, je dis, ah ben très bien, j'entends ça. Donc, vous me dites que vous avez des troubles alimentaires, que ça vous dérange dans telle situation, que vous avez ça et ça dans votre histoire de vie. Et du coup, les troubles alimentaires, quand est-ce qu'ils ont commencé et sur quoi vous avez envie de travailler? Autant à aucun moment, elle avait envie de travailler sur ces agressions. Effectivement, je ne vais pas vous mentir, plus tard, on les a revisitées. Et on est venu voir comment, justement, dans le corps ressenti, l'alimentation venait amener un élément de réponse dans le corps ressenti ou justement à ne plus sentir, à gaver, à maltraiter et à parfois à expurger. Comme si il y avait une refonte en fait de cette forme-là. Mais pour autant, au tenté, on a travaillé sur autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de dire oh là là. Et moi, très souvent au cabinet, j'ai des gens qui arrivent en me disant voilà, j'ai voulu travailler sur mon burn-out parce que je peux pas blairer mon patron. Et quand le psy m'a posé 3 questions, quand j'ai dit effectivement que oui, j'avais ça dans mon histoire qui était compliquée, etc., tout de suite, il a voulu bosser là-dessus et ça me fait chier. Bon, on revient à on travaille avec la demande du sujet. Toujours. Si pour lui quelque chose est réglé, c'est réglé. Ça lui appartient. La réalité de notre histoire de vie, elle est mensongère. On est les premiers à se mentir, à se raconter notre histoire de vie. C'est pas à nous, praticiens, d'aller chercher une vérité pour la personne. C'est à elle de transformer comment elle se raconte son histoire de vie. Et si, ma foi, elle a compartimenté, qu'elle a mis quelque chose de côté, eh bien, c'est que c'est utile pour elle. Mm. Si elle décide d'ouvrir le dossier et de régler ce qu'il y a à l'intérieur du dossier, d'en faire une nouvelle compréhension, un réimprinting, un reparentage, etc., comme on peut voir en hypnose, grâce à des techniques et des outils,
ça sera elle qui fera la demande. C'est pas à nous d'aller chercher un pourquoi. Hein, on n'est pas dans une strate analytique. C'est comment tu veux vivre aujourd'hui avec ce passé qui t'appartient, que tu interprètes à ta façon, que tu écris à ta façon. Comment toi tu veux vivre maintenant, dans le présent et dans le futur. Et moi, j'ai eu le cas de personnes qui, effectivement, n'ont pas touché à leur passé, on n'a pas fait de changement d'interprétation et de compréhension du passé, mais qui, par contre, à l'instant T, voulaient démarrer quelque chose de différent et de nouveau. Et là, ce qui est intéressant, c'est que grâce au côté métaphorique, on peut tout à fait transformer un présent, quelque chose qui est ressenti, une émotion, et la faire évoluer, cette représentation. Et quand on fait évoluer la représentation, eh bien, on peut faire évoluer des comportements. Donc, au niveau sexuel, c'est la même chose. J'ai une autre représentation, j'ai une autre vision de ce que je veux, de ce que je désire, et ça va influer sur ma façon de pouvoir l'exprimer de manière corporelle, de manière artistique, de manière sentimentale, émotionnelle, etc. Absolument. Et effectivement, quand on parle de tout cela, l'histoire de vie, est-ce que par l'hypnose, je vais aller dans une projection future, ressourcer, me voir dans une corporalité différente? Est-ce que c'est possible de me voir dans un autre comportement, dans une autre corporalité, dans un autre mouvement vers moi et vers l'autre, qui va m'emmener à me vivre différemment? Est-ce que j'ai besoin d'aller retourner en arrière, pas tant pour le pourquoi, mais encore une fois pour réimpacter différemment l'enfant, encore une fois, qui était et qui a vécu tel type d'expérience, et aussi tel type d'injonction qui disait, ah voilà, c'est Noni qui disait ça, mais oui, effectivement, on vit, nous sommes des êtres plein d'injonctions parentales, familiales, éducatives, religieuses, culturelles. Le il faut pas. Je vous rappelle qu'il y a quelques siècles de ça, on disait que la masturbation rendait sourd, et quand on disait ça, c'était pas qu'une vanne. C'est-à-dire que vraiment, les personnes qui se masturbaient ont véhiculé dans des textes très c'est important. Ouais. Bon, les deux oreilles, je suis sûre que concernant que ça provoquait des maladies graves. Et aujourd'hui, on vit encore ça, et même parfois de manière complètement non consciente. Il y a pour évoquer, et comment vous allez nourrir ça pour réorienter en fait cette affirmation dite comme vraie, donc intégrée, et qui amène des représentations qui sont erronées et qui vont bloquer la personne. En hypnose, vous pourriez très bien faire l'appel d'un mentor, d'une figure d'autorité qui vous plaît aujourd'hui et qui se met en mouvement tel que vous voulez impacter des nouvelles valeurs, et qui elle-même pourrait vous renvoyer ce message en état. Voilà, c'est la mouche, regarde, c'est Micheline la mouche qui est venue réimpacter un nouveau message pour que ce soit entendu. Et quelque chose de superbe, ce serait, on pourrait dire, mais aussi ma mère qui m'a éduqué ça, qui m'a inculqué ça, comme peut-être ma grand-mère, comme peut-être ma maîtresse, et comme peut-être mon père et mon frère. Ils sont tous là dans mon voyage hypnotique, et ils reçoivent ce message comme si on pouvait transformer une injonction négative comme une nouvelle règle, mais qui, elle, serait porteuse et bénéfique pour la personne. Encore faut-il, on est d'accord, l'avoir définie avec elle auparavant. Comme nous dit Émilie, juste, parce qu'après, tu as un petit protocole à nous proposer. Émilie, je salue, je connais, c'est une copine de Rennes. Oui, les standards, les croyances, à cause de l'influence des standards de la pornographie notamment, pornographie n'est pas une éducation sexuelle. Ah non. Clair. Oui, c'est ce qu'il y a de pire pour l'éducation sexuelle. C'est ce qu'il y a de pire. Mais oui, pardon. Oui, non, mais vas-y. Avec ce sujet. Donc, effectivement, on impose des standards. Il y a une facilité d'accès à des contenus pornographiques et autres. Ce n'est pas une éducation sexuelle. Ça nous pose. Alors, si on prend le problème à l'envers, c'est pas le problème de la pornographie. La pornographie, c'est quelque chose d'à part. Ce qui pose la problématique, c'est effectivement comment aborder l'éducation sexuelle. Oui. Ce qui pose le problème, c'est la représentation en fait de la personne. Parce que moi, regarder un bon film porno, pourquoi pas? En plus, il y a des réalisatrices que j'appelle le porno bio. Je pense à des femmes comme Ovidie, comme Erika Lust, qui viennent impacter une autre représentation de la sexualité, etc. Après, effectivement, aujourd'hui, l'exposition d'un enfant à son premier film pornographique, et là je vous parle de ceux qu'on trouve gratuitement sur Internet, sinistres, sombres, avec de l'exploitation de chair humaine, c'est absolument terrible, c'est 12 ans.
Donc, à 12 ans, quand ton premier contact à la sexualité, c'est celui-là, et que on est bien, bien loin du film brouillé du samedi soir quand moi j'étais très, très jeune, et encore bien plus loin encore des illustrations qu'on trouvait dans les Playboy qui traînaient dans les maisons. Et du coup, effectivement, et ça vient complètement froisser les représentations et créer de la culpabilité, de l'angoisse, du dysfonctionnement. Et effectivement, j'ai beaucoup de jeunes gens, et quand je dis jeunes gens, je pense notamment à des jeunes hommes qui se sont reconstruits avec des représentations du masculin terribles, en ayant vu des films où effectivement les acteurs étaient drogués déjà, qui du coup maintenaient des érections d'1,20 m pendant des heures. Alors j'exagère, mais limite. Et du coup, ça pose la question de est-ce que moi je suis capable de cela? Quel est le scénario? Quelle est la représentation? Et ensuite, c'est extrêmement souffrant parce que là-dedans, on parle pas d'amour, on parle pas de relation, on parle pas de lien. On est On ne parle génital. pas de sentiments, on ne parle même pas d'un désir euh, Non, on est juste dans commun, le. etc. Ouais, on parle juste. On est premier degré. Enfin, voilà, je m'étais. Tu avec Et ça sous la main, d'accord. j'avais ça sous la main. Mais c'est pour continuer à vous nourrir dans vos réflexions et comment vous allez nourrir vos métaphores en utilisant aussi le langage du client. J'insiste, s'il dit pénis ou dit pénis, s'il dit bite, il va falloir dire bite. Ça, c'est important. C'est voilà, je vous le montrais tout à l'heure. Je crois que Flo, il a mis tout à l'heure la sorcière de Salut Mona Florent. Chollet. Salut Flo, c'est Flo Lui qui est en régie, qui est en régie aujourd'hui. l'Arlésienne, on ne le voit jamais. Voilà. Il est là, C'est voilà. une petite Bible, ça, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est un livre extra et qui remonte en fait des décennies justement d'injonctions sociétales, familiales, écologiques et qui explique en fait le rapport notamment aux femmes, mais aussi le rapport à un autre endroit que les hommes ont sur leur masculin, puisque les représentations sont galvaudées pour les uns et pour l'autre. Et en quoi c'était important, évidemment, d'ostraciser des femmes ou des hommes dans certaines situations quand on était un petit peu différent. Et ce qu'on voit là-dedans, ça vient encore impacter le sexué, l'être désirant, désiré, désirable que vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est chouette de le savoir. Est-ce que oui, on a le Mais temps? Non, je suis en oui, train, ça je vous regarde, donne. je fais le timing, je suis le Ah maître oui, du temps aujourd'hui. J'ai été oui, désigné pour le maître du temps. à mettre du temps. Et on peut faire un petit protocole. Tu peux nous proposer un petit protocole sur Ah oui, le symptôme messager? ah oui, je vais vous faire un petit protocole symptôme messager. Alors celui-là, il est. Alors moi, je l'adore. Alors, je ne sais pas qui vous êtes et derrière vos écrans. Et donc, c'est une petite séance d'hypnose. Et on va faire ça assez rapidement, mais comme on pourrait dire dans l'horloge interne, c'est ce rapidement qui se fait de manière la plus juste pour vous-même. Et je voudrais que vous puissiez simplement vous interroger sur aujourd'hui, dans votre sensualité, dans vos fantasmes, dans votre sexualité, dans votre rapport à vous-même, et pourquoi pas même dans le rapport que vous avez à l'autre ou aux autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous freine, qui vous embête? Est-ce que vous ressentez parfois justement que le regard que vous posez sur l'autre est plus ou moins difficile? Peut-être que c'est le vôtre. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez des problématiques de type d'endométriose, pourquoi pas, ce qui est très souffrant. Est-ce que vous avez des problématiques d'érection, d'orgasme, En fait, quelle que soit votre problématique, en vous contactant vraiment dans votre être désiré et dans votre être désirant et dans votre être désirable. Et si pour autant vous n'avez pas de questionnement à cet endroit-là, vous avez tout à fait le droit et simplement vous pourriez vous demander, tiens, y a-t-il autre chose dans mon corps qui me limite ou qui me dérange? Un autre symptôme somatique qui pourrait prendre place à un endroit dans mon corps. Et puis simplement, alors que vous continuez à entendre ma voix qui vous accompagne de cette manière-là, vous allez pouvoir continuer à passer comme un scanner énergétique, lumineux. Peut-être vous pourriez l'entendre. Ce scanner comme ça qui va passer du bout des pieds et qui va remonter lentement le long des mollets, le long des genoux, le long des cuisses, le long du bassin, le long de votre corps, de votre buste, de votre poitrine, de votre torse, de votre dos. Engagez aussi vos bras, votre cou, votre menton, votre visage entier.
Alors qu'il vient aussi, pourquoi pas, soulever, scanner, relever, montrer. Vous pouvez entendre peut-être qu'il y a ce symptôme qui est là et qui va prendre maintenant cette forme. Un message, comme un symptôme messager. Vous pourriez, pourquoi pas, le ressentir dans la cuisse, dans votre bassin, dans votre sexe. Peut-être si c'est autre chose, peut-être qu'il va se mettre quelque part dans la gorge, dans votre regard, dans votre esprit, dans votre cerveau. Et ce symptôme messager qui, en fait, maintenant, simplement va prendre une forme, comme si vous pouviez l'identifier, comme si vous pouviez la modeler, comme si elle se dessinait simplement pour que vous puissiez prendre contact avec elle. Cette métaphore qu'il a, et qui vous arrive et qui vous vient, et je ne sais pas ce que c'est, et je ne sais pas si dans votre histoire de vie, votre corps a été attenté, ou votre esprit a été attenté, mutilé, ou peut-être pas, ou peut-être agressé, ou peut-être simplement, vous pouvez aussi observer ce qui est beau et ce qui est là, magnifique aussi, pourquoi pas en vous. Et c'est merveilleux aussi de se découvrir, pourquoi pas dans son total potentiel. Et ce symptôme qui est là, qui prend la forme de quelque chose, ça me fait penser à cette personne qui souffrait d'endométriose et qui avait effectivement très souvent ce mal de ventre, ce mal dans son corps, dans son sexe, dans ses ovaires, dans sa paroi, et qui en fait à ce jour-là avait pris la forme de ronces autour de son sexe. Et je suis curieuse de savoir comment vous, dans votre particularité, dans votre identité, dans ce qui fait que vous êtes unique, ce qui pouvait être un symptôme avant, simplement maintenant devient une forme, cette métaphore-là. Et cette métaphore, vous pourriez vous adresser à elle et lui demander de quoi elle a besoin. De la même manière que cette femme, simplement, avait besoin de ramener de la lumière dans cette forêt plein de ronces, et puis simplement un petit peu d'avoir un autre regard et se rendre compte qu'en fait, ce qui avant était des ronces était maintenant des fleurs, des rosiers magnifiques qui pouvaient maintenant s'ouvrir et proposer leur parfum. Et vous, dans votre symptôme qui est là et qui maintenant est comme une partie amie, vous revisitez. Vous savez que s'il est là et s'il a pris cette forme-là, c'est qu'il a quelque chose à vous dire, quelque chose à vous montrer, quelque chose à vous faire ressentir. Et continuez à choisir quel serait le meilleur accompagnement pour cette forme qui est là. A-t-il besoin d'une autre couleur? A-t-il besoin d'une autre harmonie? A-t-il besoin peut-être d'une autre texture? Et vous pouvez simplement vous amuser comme ça à jouer sur l'ensemble de ces modalités visuelles, sonores, auditives, kinesthésiques, olfactives, même gustatives. Et alors que je suis moi derrière votre écran, vous êtes votre propre praticien là. Et vous pouvez vous faire confiance sur la marche que vous avez à suivre. Parce que vous êtes unique et parce que vous êtes important. Parce qu'en tant qu'être humain, vous avez de fait une valeur fondamentale et nécessaire. Je sais que vous savez à quel point il est important maintenant de mettre en place tout ce qu'il faut pour vous-même. Pour que là où peut-être il y avait quelque chose qui avant était dégradé ou limitant, maintenant vous pouvez venir améliorer, réparer, remettre de l'élan, remettre du mouvement. Et lorsque ce sera fait, vous pourrez simplement continuer à intégrer et voir comme cela continue à se déployer partout dans votre corps pour pouvoir proposer une nouvelle harmonie. Et simplement, s'il y a une partie de vous, c'est pourquoi pas, été légèrement dissociée, simplement lui demander, en toute bienveillance, de bien vouloir se réassocier, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce que pour tester. Qu'est-ce que ce serait de passer la suite de la journée jusqu'à l'endormissement, complètement associé, corps, esprit, cerveau, dans les consciences de son contour, de son corps, avec ce qui avant était ce symptôme et qui maintenant est en train de devenir de plus en plus votre solution, et associé dans votre solution complètement.
Et si en rêve, autre chose vient se mettre à fleurir, à pousser dans sa grandeur, dans sa fluidité, eh bien pourquoi pas, vous pourriez l'accueillir et continuer à donner des éléments de réponse. Alors qu'il y a ces voix qui vont continuer à s'élever, ces mentors, simplement pour pouvoir vous redire comme il y a d'autres possibilités pour vous-même. Il y a d'autres visions de vous dans le monde, d'autres visions, d'autres façons de s'aimer, d'autres façons d'aimer les autres pour être simplement dans quelque chose de plus entier, de plus uni pour vous, complètement associé, complètement ensemble. Et alors que cela continue à se mettre en mouvement et que cela simplement va grainer, égrener, semer, nourrir ce que vous faites aujourd'hui, et bien simplement vous pouvez inspirer pleinement, respirer pleinement, observer comme tout se met en mouvement et peut-être qu'il y a des phrases qui vont venir et qui vont vous guider pour la suite de votre travail personnel. Et à la prochaine expiration, vous déciderez de revenir complètement ici avec nous. Pourquoi pas déposer un mot, une image, un son, si vous l'avez déposé, si vous l'avez transformé. S'il y a quelque chose de nouveau qui vous vient maintenant et qui vient simplement se dessiner et prendre place dans votre corps, je serais vraiment ravie pour vous et vous pouvez l'être aussi pour vous-même. Authentique. Et vous pouvez vraiment revenir maintenant ici et maintenant avec moi. Être complètement en conscience alors que c'est bientôt la fin de ce café, alors que vous savez que vous pourrez continuer à travailler pour vous-même plus tard. Coucou, bienvenue à vous tous. Superbe. Désir. Okay. Ah, ouais. Merci. Vernis à ongles. Yeah. Ouais. Bien. Ouais. Il nous reste 3 minutes, mais on va regarder. Hein. N'hésitez pas à partager pendant ces 3 minutes voilà, sur l'accompagnement que vous a proposé Laure. Il y a Marie qui nous dit, un client qui a souffert d'abus sexuels enfants, qui aujourd'hui s'interroge sur sa sexualité, car attiré par les enfants, il a vu un psychiatre, il n'a pas diagnostiqué de pédophilie. Faut-il dénoncer et à qui? Alors là, on est dans une question, je peux me permettre, légale. Oui. Premièrement, arrêtez l'idée reçue que vous êtes dans la confidentialité, c'est totalement faux. Vous ne dépendez pas de l'ordre des médecins ni de quelconque ordre. Donc, en tant que hypnothérapeute, ça n'existe pas. Vous êtes considéré en tant que citoyen. Tout fait délictueux doit être dénoncé au procureur de la République. Alors, tout fait délictueux, c'est-à-dire que s'il y a eu des faits, si la personne vous dit « j'ai violé un enfant », vous devez le dénoncer. Si la personne vous dit j'ai eu des attouchements, c'est exactement la même chose, vous dénoncez. Si une personne vous dit qu'elle détient et qu'elle, effectivement, des films ou des images pédopornographiques, vous devez dénoncer. Si c'est de la présomption ou si la personne vous dit je peux être attiré, c'est dans sa tête, là, c'est un délicat. D'accord? Surtout si un médecin psychiatre a diagnostiqué et a normalement fait son travail. Vous pouvez accompagner la personne sur un chemin de vie parce qu'il a subi effectivement et travaillé avec lui. À partir du moment où il y a des faits avérés qui sont des faits répréhensibles, vous devez le signaler. Il y a un formulaire qui est tout à fait fait, ça peut être fait de façon anonyme ou en citant. Sachez que si cette personne passe à l'acte ou est prouvé qu'elle est passée à l'acte, on regardera son carnet de rendez-vous, on verra qu'elle a pris rendez-vous chez un thérapeute et on viendra vous interroger effectivement en tant que témoin et dire mais vous avez eu connaissance de ces problématiques-là et vous ne les avez pas dénoncées, vous n'avez pas fait votre devoir de citoyen. Oui. Voilà pour répondre très rapidement. Hein, oui. C'est répondre très rapidement. Effectivement, complètement d'accord avec toi sur s'il y a la moindre suspicion, on demande une enquête au procureur de la République, évidemment. Après, juste pour répondre à cette question, c'est des formes de fantasmes, en fait, on appelle le fantasme de pédophilie et qui, effectivement, on rencontre très souvent auprès de personnes qui elles-mêmes ont été abusées. C'est comme l'agression. Le fait d'avoir cette peur, en fait, c'est une peur qui s'auto-alimente et ne veut pas dire pour autant du tout qu'il y aura un passage à l'acte. Mais comme ça fait partie de l'histoire de la personne, ça revient dans le champ
Donc, je suis complètement en accord avec tout ce qu'a dit Fredo sur le cadre juridique. Après, je pense vraiment, en plus il a vu un psy, qu'il y a vraiment une grande différence à faire entre le fantasme et la réalité vécue et ressentie. Surtout quand on a une histoire de vie de celle-là, c'est quelque chose qui revient. Donc moi, je crois qu'il y a des super boulots à faire avec une personne qui a ce type de questionnement, et c'est merveilleux parce que ça fait du bien à tout le monde. En fait, parce que du coup, ça va impacter. On n'en a pas suffisamment parlé, mais on n'a qu'une heure. Alors bon, frustration. On est en train La de première dépasser. frustration, Voilà, ça crée du désir. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Effectivement, on a une approche systémique. Donc, du coup, ça va faire du bien à son environnement et juste voilà, pour vraiment finir, bien dissocié. Ouais. une personne très proche m'a dit avoir été abusée. Je n'ai pas osé parler. Alors, je ne sais pas parler à qui. Mais si la personne vous dit qu'elle a été abusée, c'est l'encourager à déposer plainte. Parce que de toute façon, Oui. c'est comme ça que ça se passe. Le Voilà. silence ne profite qu'à l'agresseur. Maintenant, Là, on parle de personnes que vous recevez en tant que client et qui se confient sur leurs pulsions et leurs déviances possibles, etc. Donc, oui, attention à faire le, oui, oui. le distinguo entre les deux. Oui, oui, tout à fait. Et je rappelle que la question, c'est est-ce que la personne elle est mineure ou est-ce qu'elle est majeure? Grande question. Et ensuite, je vous rappelle que le délai de prescription était reporté à 30 ans après la majorité, depuis 2018, je crois. Ouais. Donc, bon, voilà. Je vois, pour revenir sur des choses plus joyeuses, je vois des louves qui se libèrent, je vois il y a des super retours, mais je suis hyper contente. Alors, vous voyez, là, je fais ce travail à l'aveugle avec vous. Imaginez la puissance de ce qu'on peut faire quand on travaille avec vous en direct. Voilà, c'est ce qu'on fait, voilà, hypnose et sexualité. Et c'est ce qu'on apprend en formation. Donc, ouais, venez rejoindre, venez chercher bonheur avec Maman Laure. Ouais. Mais moi je l'adore. C'est des moments où on est ensemble, c'est intense, quoi. Il y a plein de choses qui se déposent, il y a plein de questions qui se mettent en mouvement. Alors, je précise, c'est ouvert aux garçons aussi parce qu'il manque de garçons qui se forment aussi à l'hypnosexo et à cet accompagnement. Voilà. Oui, c'est bien sûr, bien sûr. Et alors, moi, je pense en plus qu'il y a un créneau indépendant. Il y a du boulot vraiment en sexo pour les garçons et pour les filles, effectivement, et les garçons aussi. Et en plus, ça fait des groupes mixtes, donc c'est super. Ça nous permet de savoir, est-ce que je peux parler sexualité avec un garçon? Est-ce que je suis à l'aise ou c'est compliqué? Est-ce que je peux parler sexualité avec une fille ou est-ce que c'est compliqué? Et ouais, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Je vous rappelle le programme de la semaine. Demain, Covision avec des questions-réponses voilà, en direct. Jeudi, vous retrouvez Laure avec une autre casquette. C'est le coaching accompagné de Janet Vermeil. Voilà, PowerShot, les deux filles au taquet. Voilà. Vendredi, Philippe Ernois qui travaille sur le sujet d'arrache-pied pour vous proposer quelque chose en parole d'expert vendredi. Et moi, j'espère vous retrouver très, très bientôt. Bon courage à tous ceux qui ont repris depuis hier et qui reçoivent dans les cabinets. Prenez soin de vous, protégez-vous, protégez les vôtres, protégez vos clients. Voilà, masque, gel hydro, distanciation, etc. Petit cochon, petit sanglier, toujours à portée de main. Puis toute votre créativité, tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci à Florent qui était derrière les caméras. Merci beaucoup. Et synapsez-vous. Synapsez-vous. Merci à tous. Bravo, bravo. À très bientôt.